Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça fait débat parce que, et à juste titre d'ailleurs, parce que d'un point de vue de juriste, on rentre dans le domaine prédictif. C'est-à-dire que la faute n'a pas été réalisée, mais on espionne la personne pour savoir ce qui va être dit. Alors c'est sous couvert de lutte contre la pédophilie en ligne. Tout à fait. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire on a des gouvernants qui sont devenus vraiment les experts en chevaux de Troie. C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vous balancent un argument qui est tout à fait recevable et ils en profitent. C'est ce que je disais pour la loi renseignement tout à l'heure. Cette loi, aujourd'hui, elle sert beaucoup à surveiller les dissidents plus qu'autre chose. Voilà. Alors que c'était, à la base, ça a été introduit euh, à cause d'une vague de terrorisme sans précédent. C'est presque à s'en poser des questions sur la nature des actes terroristes. Voilà. Parce que le terrorisme, il arrive toujours avec certains types de gouvernements, dans un certain type de contexte. Enfin, c'est toujours... c'est jamais quelque chose de très régulier en France. Il sort souvent du chapeau quand il y en a besoin d'un point de vue politique. Ah non, non, mais enfin, on y est. L'identité numérique, ça fait partie. Oui, voilà, c'est l'objectif. Mais c'est un des chevaux de bataille de notre gouvernement. Il cherche vraiment à l'introduire le plus possible. C'est une forme de, à mon sens, ce sera un des verrouillages numériques finaux. Ça fera partie avec la monnaie numérique. En ce qui concerne les retraits, effectivement, j'ai vu l'info aussi hier. Forcément, compte tenu de mes recherches et de mes travaux et de ce que j'écris, ça fait que corroborer ce que je pense. C'est-à-dire que il travaille en tout cas sur des hypothèses de scénario, enfin de scénarii, on va dire. Mais c'est pas pour autant qu'on a la certitude que ça peut arriver, mais on peut s'interroger. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Autriche qui balançait des prospectus pour se préparer à un blackout. On a la France aussi qui balance son manuel de résilience que personne n'a reçu d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais reçu. Et qu'il faut retourner à l'Élysée, voilà. Mais effectivement, on est dans cette optique. Alors, le problème, c'est qu'on est dans un contexte difficile, dans le sens où il y a toujours du vrai et du faux, parce qu'on cherche aussi à nous maintenir, là, actuellement, dans un état de peur permanent pour légitimer certaines politiques. C'est le cas notamment vis-à-vis de la Russie, là, en ce qui concerne toutes les velléités militaires. Actuellement, très clairement, l'armée française et les armées européennes ne sont pas à niveau, elles ne sont pas en état de... On le sait, hein, enfin, chez les gens sérieux, ça se sait, elles ne sont pas en état de remporter un conflit. Néanmoins, on prépare psychologiquement la population à ça. Ça a un double effet, hein, ça la rend beaucoup plus docile, beaucoup plus malléable. Et en même temps, le travail de propagande doit se faire à partir de maintenant, pour une période qui est dans un futur à moyen terme finalement, puisque si on regarde la loi de programmation militaire, elle est échelonnée sur 6 ans et demi. Donc ça veut dire que en fait, quand on lit les textes, ils se projettent à l'horizon 2030, 2035, 2040. Donc c'est échelonné, mais dès 2030, on serait en théorie, si on en avait les moyens, si on avait les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire injecter 416 milliards sur 6 ans et demi, ce qui est colossal, on serait en théorie, on va dire, plus opérationnel pour engager un conflit de haute intensité. Sachant que parallèlement à ça, il y a l'Europe qui engage 812 milliards d'euros dans la politique de la défense, c'est-à-dire elle, toute la politique économique et industrielle liée au secteur de la défense. On voit donc, quoi qu'il en soit, il y a une forme de militarisation et de renforcement global, de préparation à la guerre. Mais ça, de façon très concrète et objective, ça ne se fait pas en 2 jours. Et on ne va pas partir en guerre comme ça alors qu'on sait qu'on n'est absolument pas à niveau. Et là, je parle de tout. Je parle par exemple en matière de drones, je parle en matière que ce soit en matière d'IA, mais même les autres technologies. J'ai envie de dire, bon, on n'est pas, il y a beaucoup de retard à rattraper.
on commence à envoyer des vecteurs hypersoniques, mais on n'en est pas au même niveau de développement que les Russes, ni même les Iraniens d'ailleurs. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais ces objectifs peuvent être atteints dans 6 ans, à l'échelon 2030, ce qui rend la situation assez périlleuse et ce qui laisse le temps en fait, de préparer les masses, et notamment les générations d'écoliers, à tout ça. Il ne faut pas oublier que aussi, maintenant on fait des classes défense aussi à l'école. Ça existe depuis pas longtemps, qui proposent aux élèves justement des immersions dans le milieu militaire. Hein? Donc en fait, on est en train de conditionner, parce que le gamin du collège d'aujourd'hui, c'est le combattant en 2030. Hein. C'est le combattant en 2030. C'est ces tranches d'âge-là qu'on va sacrifier en premier. Puis après, quand il y en aura plus, ce sera les un peu plus vieux, et puis, etc. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ça, c'est ça qui, à mon sens, est dangereux. C'est d'autant plus dangereux que 2030, c'est concomitant avec un changement de président américain. Donc on sera dans une phase où le président américain aura changé. Non pas que Trump soit pacifiste, c'est pas qu'il est pacifiste, c'est qu'il a une politique plus pragmatique et plus centrée sur les intérêts américains. Donc pour lui, c'est pas une option, on va dire, intéressante, l'option de la guerre sur le théâtre européen pour l'instant. Mais pour d'autres factions, y compris comme celles qui étaient autrefois incarnées par Biden, ou par des gens qui n'ont pas accédé au pouvoir, mais comme Hillary Clinton par exemple, ces gens-là, je ne sais pas moi, si des gens comme ça se représentent et gagnent les élections, là on pourrait avoir un théâtre d'opération sur l'Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était en 2016 que Trump a été élu pour son premier mandat, je crois. Et il y avait déjà des tensions qui étaient énormes entre, on va dire, le bloc atlantiste, et qui était à l'époque incarné avant l'élection de Trump par les Américains en premier, et les Russes. Et ça s'est traduit par des vols, que ce soit des violations d'espace aérien, des choses comme ça, qui étaient régulières. Les gens ont la mémoire courte, mais c'était déjà très tendu. Il y avait des opérations militaires de grande envergure. Une opération qui a été menée par l'OTAN en début d'année 2017, qui avait engagé je ne sais plus combien de divisions de blindés, je ne sais plus combien de milliers d'hommes, à la frontière russe. Enfin, c'était un exercice à la frontière. Et les Russes avaient répondu en octobre par l'opération Zapal, qui veut dire ouest, d'où le Z sur les véhicules, par la suite, qui avait engagé aussi des milliers d'hommes, donc qui travaillaient avec les Biélorusses et tout ça. Et c'était déjà très tendu. Et finalement, Trump a apporté une parenthèse où ça s'est tassé. Voilà. Mais entre-temps, il y avait le Maïdan en 2014 en Ukraine, la situation en Ukraine qui a dégénéré, et Poutine qui a avancé ses pions. Donc c'est une situation qui est très complexe, mais une chose est sûre, parce qu'on regarde en fait des évolutions géopolitiques de l'époque, on peut s'avancer à dire que Trump n'a vraiment pas œuvré, déjà au regard de son précédent mandat, à une politique de guerre sur le théâtre européen. Voilà. Ça pourrait se produire différemment si c'était un autre candidat en 2030. Et en tout cas, là, par contre, tous les facteurs seraient réunis, puisque économiquement, militairement, on serait prêt. Même en termes économiques, je me pose la question, voilà, si on n'est pas en train, quelque part, enfin voilà, on va se réaxer en économie de guerre un peu. Hein. Quand on voit les 812 milliards injectés par l'Europe, c'est un peu ça hein, qui est en train de se passer. Et puis, souvent, les guerres comme ça, elles apparaissent parce qu'il y a des modèles qui ne fonctionnent plus. C'est un peu le cas aussi. C'est un peu le cas en Europe. Mais bon. Oui. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec des ex-collègues? Ouais, ça m'arrive. En particulier avec le renseignement? Alors, le renseignement, non, je ne connais pas de gens, parce que c'est deux univers complètement différents. Et pour savoir comment est perçue profession gendarme, Bah, rapport à votre action, comment est perçue profession gendarme? C'est simple, hein, de toute façon. Ronald
a déjà reçu des pressions, il a déjà été convoqué par la DGSI, c'est déjà arrivé dans le cadre d'une affaire qui avait été relayée par le site, mais bon, on sait très bien que... Moi je vais vous donner un exemple concret. La première fois que j'ai publié, c'était sur un article qui était lié aux émeutes dans les cités. Il y a quelques années de ça, il y avait eu des émeutes, je crois, puis j'avais fait un article qui faisait un peu un état, on va dire, sociétal, social de la France, qui était assez impactant, et puis qui, je pense, qui allait vraiment au fond des choses. Il y a beaucoup de lectures de surface, surtout en politique intérieure, et là, j'allais plus loin. Et puis Ronald, à l'époque, il avait dit, ouais, on va afficher ça, puis on va mettre ta photo quand tu étais gendarme, comme ça. Et l'article, bon, un article qui passe dans une journée sur la page, il va avoir 2000 lecteurs à peu près. Et là, en l'espace de 24 heures, il y a eu 54 000 lecteurs sur l'article. Et le site a subi donc des attaques sur les serveurs. Il a été bloqué pendant plusieurs jours. Les articles que j'avais publiés sur Strategica, ça a été pareil. Donc, ouais, ça dérange. Oui. Après, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais le fin mot de l'histoire et on ne sait pas qui est derrière tout ça. Le fait est, après, que le site est bloqué, il est bloqué, quoi. On est obligé de faire appel à un service, à l'hébergeur et tout. Mais oui, le rapport avec les services de renseignement est particulier. On se retrouve très vite convoqué par la justice. Il suffit aussi de publier un truc qui ne va pas ou quoi. C'est encore arrivé à Ronald récemment. Là. Voilà, c'était après pour être entendu en tant que témoin, mais ça peut aller vite. À la DG, ils sont au courant, je veux dire, ils connaissent le site parce qu'il est né, en fait, c'est une association. Le site c'est que le miroir de l'association, en quelque sorte. Mais le site est né sur la base de la création d'associations en gendarmerie. Qui avait lieu, c'était au début des années 2000, où on a commencé à autoriser la création d'associations. Bien sûr que c'était très contrôlé, parce que dans le milieu militaire, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Il y a ce qu'on appelle le devoir de réserve. Mais voilà, au début ça portait un autre nom. Et Ronald, qui est le créateur du site, était modérateur. Et finalement, après, il a quitté pour créer son propre truc. Et puis voilà, c'est né comme ça. Donc la DG, oui, ils connaissent. Il a même eu d'ailleurs des ennuis avec un colonel de l'époque, je crois, qui essayait de lui troller le forum ou le site, je ne sais plus, à l'époque. Ce colonel-là, donc, il avait, je crois, déposé plainte, mais ils avaient remonté l'adresse IP, ils l'avaient identifié. Et c'est devenu le directeur général de la gendarmerie par la suite. Christian Rodriguez. Voilà. Donc quand je disais tout à l'heure que quand je suis rentré en gendarmerie, moi ce qui m'avait un peu dégoûté aussi, c'est que plus on monte et plus en fait on est validé parce qu'on est de mèche avec le gouvernement, ça c'est un exemple concret qui confirme bien ce que je disais. Voilà. C'est un peu la mentalité. Peut-être un peu plus de développement technologique encore. Je pense que pour légitimer vraiment l'emballement d'une IA autoréplicante, on n'a pas encore ce qu'il faut. Certes, pour le faire pour de vrai, quoi. C'est comme le virus. On a envoyé certes fabriqué en labo, mais on a envoyé un virus, quoi. Là, il faut créer le truc pour que le problème existe. Et je pense que c'est pas suffisamment maîtrisé. Comme je le disais, aujourd'hui, on ne sait pas faire d'IA qui ont des boucles en fait d'auto-réplication sans équipe humaine derrière. Il y a plus ou moins une assistance, et ça nécessite aussi une assistance matérielle. Parce que on a remarqué qu'à chaque fois qu'on a une augmentation de performance, il faut une augmentation de performance matérielle aussi, pour l'instant. Mais on n'est pas à l'abri que, effectivement, une IA trouve d'elle-même la solution pour consommer moins. Aujourd'hui, il y a des processeurs quantiques qui sont fabriqués par des IA. Les ingénieurs, ils voient que ça fonctionne, mais ils ne savent pas expliquer comment. Voilà, donc c'est très particulier. Hein. On rentre dans un domaine qui n'est pas complètement maîtrisé.
Le problème, c'est que quand on écoute les discours des transhumanistes patentés, comme le docteur Alexandre par exemple, quand il s'adresse à l'école polytechnique, il leur explique quoi? Il leur explique qu'en gros, comme je disais tout à l'heure, on a ouvert la boîte de Pandore, qu'on n'a plus le choix, qu'on est dans un contexte uniquement performatif et compétitif, et que pour lui, dans sa vision, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que pour lui, l'intelligence artificielle, de toute façon, elle est amenée à écraser l'homme par sa supériorité. Alors pour moi, ça m'étonne parce que une entité réellement intelligente, peut-être qu'au contraire, elle voudrait aller abonder dans le sens de la vie et non pas la détruire. Mais bon, ça, c'est sa vision des choses. C'est pas la mienne. Mais en dehors de ça, c'est clair qu'il reste complètement ancré dans ce logiciel et qu'il n'est pas, lui, dans une logique de réparation, mais qu'il est vraiment dans une logique de compétition. Et sa conclusion, c'est de dire, de toute façon, il y a les gens qui feront partie d'une élite et qui auront les moyens de s'augmenter, et puis il y aura ceux qui n'auront pas les moyens, qui seront laissés pour compte. Et il dit, en gros, ceux qui ont les moyens de s'augmenter, bah, là il fait du Harari, hein, ni plus ni moins. Il dit ceux qui auront les moyens de s'augmenter, ce seront les homo deus, quoi, voilà, les dieux en quelque sorte, et les autres, ça deviendra ils deviendront des inutiles. C'est le terme qu'il emploie. Alors quand je disais que le transhumanisme, c'est une forme d'eugénisme 2.0, oui, parce qu'en réalité, ça va imposer une forme de sélection. C'est une autre forme de sélection. Et en ce sens, même si les nazis n'avaient pas du tout idée de ce qu'était le transhumanisme à l'époque, lui, dans son propos, il a toute l'essence de cette idéologie-là, quelque part. C'est-à-dire purement nihiliste et eugéniste, quelque part. Et ça, c'est ça qui est effrayant. C'est qu'en plus, c'est le point de vue qui est actuellement défendu, tenu par une élite, et à l'élite en plus, parce que là, il s'adressait aux élèves de Polytechnique, donc à l'élite de demain. Ce qui les conforte d'ailleurs dans leur aspect endogame, quelque part. Parce que l'élite, aujourd'hui, c'est ça. Quelque part, elle est, non seulement elle est parasitaire, si on veut vraiment regarder, parce qu'elle elle participe vraiment à la spoliation de toute la création de richesses dont nous sommes les acteurs, mais en plus d'être parasitaire, elle est endogame et prédatrice pour sa propre survie. C'est-à-dire qu'elle en a conscience, elle a conscience du danger auquel elle s'expose, elle a conscience de son infériorité numérique, et donc, en fait, on rentre dans un jeu de lutte, elle rentre dans un jeu de destructeur vis-à-vis de nous pour sa propre survie. C'est clairement un combat autour d'un gâteau, quoi. Et là, on est dans un monde, pour l'instant, où cette élite prend les 3/4 du gâteau, quoi. Elle nous laisse les miettes, mais pourquoi elle nous laisse le dernier quart? C'est parce qu'on est capable de lui confectionner le gâteau. Mais le jour où le triptyque IA, transhumaniste, robotique permet de confectionner le gâteau à notre place, on ne sert plus à rien. Et ça, c'est le but quelque part à la fin, la finalité. La finalité de cette idéologie, elle se trouve là. Elle se trouve dans la création d'une espèce de paradis terrestre pour 500 millions de privilégiés, quoi. Bah, le message, quand j'ai écrit ce livre, je décris de façon très très riche ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que c'est transposé dans un roman. Ça, c'est volontaire de ma part parce que j'estime qu'un roman permet d'en dire beaucoup plus qu'un essai. Mais je développe les concepts de ce que j'appelle par exemple le néocollectivisme davosien. Ça, c'est un concept dont je n'ai pas parlé, mais qui rejoint justement les piliers que j'ai évoqués tout à l'heure par rapport au World Economic Forum, tout ça. Voilà. C'est un livre qui peut paraître dystopique, effectivement, parce que l'aventure, elle est ce monde dont je parlais là, à l'instant. Un monde néo-malthusien, finalement, et qui est dirigé et qui est voué finalement à appartenir qu'à une petite caste. Mais à la fin, j'apporte l'espoir, justement. Un espoir la clé, vous l'avez dans ce que j'ai expliqué. Si j'ai fait tout un rappel historique
sur l'évolution du matérialisme et la perte de vitesse de la spiritualité par rapport justement à tout ça, dans notre société actuellement de consommation et tout ça, c'est pas anodin. C'est parce que la clé est là. J'ai lu une interview ultra intéressante de Peter Thiel qui conseille Trump, qui est proche de lui, qui défend pas forcément toujours les mêmes idées, mais qui est proche de lui, et qui a été à la tête de... C'est lui qui a, par exemple, créé PayPal, qui a créé la société Palantir, des choses... Palantir, d'ailleurs, qui s'est vu sanctionné pour du traçage effectué par IA et tout ça. Alors, bon, le personnage, il est complexe, il est obscur. Mais par contre, j'ai lu des choses très, très intéressantes sur sa vision du monde. Alors, sur tout ce qui est justement sa perception de la globalisation, de la mondialisation, l'arrivée soit d'un catéchone, soit d'un antéchrist, antéchrist ou apocalypse, le choix entre celui qui va diriger la gouvernance mondiale ou la guerre qui est censée y mener. Et ça, c'était très intéressant. Mais au cours de cette interview longue, complexe et très riche, que ce soit en matière théologique, géopolitique, parce que tout est combiné, et c'est quelqu'un de très sérieux qui parle, c'est vraiment pas un farfelu, parce que le mec quand même, il a un sacré CV. D'ailleurs, ça montre que dans ces sphères-là, ils sont très à cheval sur la dimension ésotérique aussi. Mais à un moment, il cite un auteur français, mais je ne me rappelle plus le nom, et il dit, de toute façon, si chaque individu retournait à l'église en appliquant les préceptes d'une vie chrétienne, ce système-là, déjà, il s'effondrerait. Putain, mais c'est pas... Enfin, qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Mais en tout cas, factuellement, c'est une réalité. Ce système tel qu'il est aujourd'hui, là, il s'effondrerait. Voilà. Après, vous n'êtes pas chrétien et vous pouvez très bien dire, oui, mais c'est pas pour un monde que j'aimerais moi. D'accord ? Mais en attendant, on est dans un système d'inversion des valeurs complète. Par rapport aux valeurs, on va dire, christiques. Et d'ailleurs, quand on parle de l'antéchrist, on s'inscrit dans en tant que leader, on va dire, d'un monde mondialisé global, voilà, on s'inscrit clairement dans la vision eschatologique des textes, et notamment du Nouveau Testament. Donc la clé, finalement, et c'est ce pourquoi je pense que nos élites sont si rattachées au monde spirituel et ésotérique, et c'est pas anodin, et pas nous d'ailleurs, nous les moutons dans l'enclos, je m'inclus, même si j'estime être peut-être un peu plus lucide que la moyenne, on n'est pas là-dedans justement, et eux ils y sont, et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Donc il faut aborder les choses, en fait, je pense, sous ce prisme, parce que finalement, c'est par là qu'on peut les contrecarrer, quoi. Parce qu'eux le font. Les sociétés occultes, le Bennett and Berritt, la franc-maçonnerie ou quoi, ils fonctionnent que là-dessus. Ils fonctionnent sur le maillage, sur les réseaux, mais sur la partie aussi ésotérique, symbolique. Donc c'est placer son regard et sa vision sous un autre angle. Mais c'est un autre angle d'attaque, mais qui est fondamental. Donc c'est pour ça que souvent j'invite les gens, moi, à s'ouvrir au spirituel, voilà, à aller peut-être ouvrir les textes religieux, ouvrir le Nouveau Testament, étudier les textes, les valeurs, ouvrir des livres d'histoire, regarder ce qu'on a cherché à évincer, dans quel but, pour quel profit, dans l'intérêt de qui. Voilà. Le Christ, il arrive avec une parole universelle, désintéressée, qui n'est pas la parole en fait de l'argent ni de l'orgueil. Pourquoi on a voulu s'en débarrasser ? C'est intéressant ça. Mais c'est par là que ça passera. Et pour l'instant, on a trop de gens déconnectés de ça. Enfin, en tout cas, on a créé un monde là aujourd'hui en 2025 où les gens sont complètement déconnectés de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils restent dans l'enclos, quoi. Ouais, ça se fait, voilà. Et justement, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, je ne serais pas là.
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de gens qui cherchaient à savoir, à s'éveiller, à s'émanciper, bah, vous ne seriez pas là, je ne serais pas là. Donc c'est bon signe, c'est bien. Mais ça se fait à des échelles qui sont encore petites.